Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer une intelligence artificielle qui peut arriver à discerner si les gens sont plutôt beaux ou plutôt pas très beaux. Donc ça se base sur une étude chinoise très sérieuse qui a créé une base de données de 5000 personnes et qui s'est amusée à les noter entre 1 et 5 et qui a créé une intelligence artificielle qui peut arriver à deviner ces résultats. Et aujourd'hui on va recréer nous aussi cette intelligence artificielle. Donc je vais vous montrer d'abord quels sont les résultats qu'on peut obtenir avec cette intelligence artificielle et je vous montrerai ensuite l'ensemble du code qui permet d'y arriver. Et vous pourrez aussi vous amuser à mettre votre photo pour voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle pense de votre visage. Est-ce que vous êtes un beau gosse ou une belle fille? Et je suis sûr que sur la chaîne, on n'a que des beaux gosses et des belles meufs. Alors le but de la vidéo, c'est quoi? Ça va être de créer un modèle qui peut prédire si une fille est bonne ou pas bonne. Donc je vais vous montrer dans quelques instants comment on crée le modèle. Ce que je vous montre maintenant, c'est une fois qu'on l'a créé, comment on peut l'utiliser. On peut lui donner des images. Donc là, j'ai téléchargé des images sur internet. Donc une fille qui est plutôt pas mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas trop mal. Pas mal du tout même. Et bah voilà, on a une catégorie 5. Et si je prends une autre fille qui est pas trop mal, comme celle-ci par exemple, eh bien ça nous donne une catégorie 5. Donc entre 1 et 5, 5 c'est le maximum évidemment. Et ça marche aussi à l'opposé. Donc si on trouve une fille qui n'est pas spécialement gâtée par la nature, comme celle-là par exemple, on va avoir une catégorie 2. Donc sachant que 1 c'est le minimum, ça doit être difficile d'arriver à 1 quand même si ça c'est 2. Mais bon, allez, on passe tout de suite à la partie code. Alors comment est-ce que tout ça marche en code avec la librairie FastAI? Eh bien vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Ce qui prend le plus de temps, bizarrement, c'est de télécharger les images. Moi ça m'a pris pas mal de temps parce que des IP ne marchent pas. Le fichier zip est un petit peu corrompu, je ne sais pas pourquoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis sur Google Drive. Et après, j'ai retéléchargé de Drive sur Google Colab, ce qui marche plutôt pas mal parce que Google Drive et Google Colab, c'est facile d'interagir entre les deux. Alors un petit interlude pour montrer comment est-ce qu'on lit Google Drive et Google Colab. Eh bien c'est tout simple, quand on a un nouveau fichier comme ça, on clique sur Files ici à gauche. Il faut attendre un petit peu que ça se charge. Et normalement ça va nous montrer Mount Drive ici, donc on peut cliquer dessus. Et on clique sur Connect to Google Drive ici. Ça va connecter, parfois ça demande de se réauthentifier. Des fois ça marche directement comme ici. De base, dans Google Colab, vous êtes dans le fichier Content et le Drive, il est ici en fait. Il est de cette arborescence-là. Donc vous voyez ici, j'ai copié depuis mon Drive sur mon Colab ici, donc mon Google Colab où j'ai créé d'abord un petit répertoire pour tout mettre. Alors après, ce qui est intéressant, vous pouvez voir que j'ai créé un chemin d'accès que j'appelle chemin ici et qui est du format path. Ça permet de manipuler les chemins d'accès. C'est beaucoup plus puissant que de manipuler des chaînes de caractères. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil. La librairie s'appelle PassLib et elle est automatiquement sur Python 3. Donc on peut voir que dans ce chemin d'accès, j'ai 5500 éléments qui correspondent aux 5500 images du dataset. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ajoute des labels, parce qu'on a aussi un fichier qui est label, donc qui nous dit justement si les gens sont beaux ou pas beaux. Sur les 5500 personnes. Donc ça c'est un petit peu de travail sur Pandas. C'est pas vraiment du machine learning, hein, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez des problèmes là-dessus, vous pouvez me demander. Ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on ouvre le data frame avec readCSV, donc avec l'adresse d'où il sort. On renomme les colonnes, donc que j'ai ici pour avoir les colonnes. Parce que ça peut être des virgules, des fois ça peut être un espace, comme ici c'est un espace. Hein, et du coup, j'ai les entiers ici. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai les labels, donc là j'ai tous les noms des fichiers, des images que j'ai, les 5500 images, et les labels correspondants. Et après, ce que j'ai à faire, c'est que je crée ce qu'ils appellent dans FastAI un data bunch, un image data bunch. Donc en fait, c'est pas très clair ce que c'est comme ça, mais c'est pas compliqué. C'est juste comment organiser la data pour la donner à notre réseau de neurones. Et donc ça se fait vraiment juste en une ligne. C'est vraiment simplissime, même si derrière en fait il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont réalisées sur cette ligne. Donc si je détaille un petit peu, ici on utilise from data frame parce que c'est comme ça qu'on va labelliser nos images. Donc c'est pour ça ici j'ai le chemin d'accès que j'ai précisé plus haut.
Ici, j'ai la data frame qu'on vient de créer. On ajoute ici la taille des images qu'on veut en entrée du réseau de neurones, c'est-à-dire 224 parce que c'est un chiffre qui marche plutôt pas mal en général. On expliquera plus tard pourquoi, mais pour l'instant, vous pouvez toujours mettre 224, c'est un chiffre qui marche plutôt pas mal. Et après, on normalise les images parce que certaines images sont plus éclairées que d'autres, etc. Et en fait, ce chiffre de 224 pour les images et la normalisation, c'est deux choses qui sont un petit peu liées au fait qu'on utilise un GPU pour entraîner notre modèle, et un GPU a besoin de choses qui sont assez similaires pour bien travailler. On verra aussi plus tard pourquoi. D'ailleurs, pensez bien à vérifier que vous avez bien mis un runtime GPU qui va vous permettre de faire l'entraînement avec un GPU et non pas avec un CPU. Et la différence de rapidité est vraiment extrêmement grande. Alors une autre chose qui est faite sur cette ligne et qui est importante, c'est qu'on va séparer la data en deux parties. Une partie entraînement et une partie validation. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de bien comprendre comment fonctionne un réseau de neurones, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on peut voir le réseau de neurones comme une boîte noire qui va utiliser les images de la base de données d'entraînement pour améliorer ses performances et qui va utiliser plus tard les images de la base de données de validation pour valider les performances. En gros, ça permet de vérifier que notre réseau de neurones n'a pas appris par cœur des images qu'il a eues en entraînement et qu'il est donc capable de prédire pour n'importe quelle image qu'il n'a pas encore vue si l'image est celle d'une personne qui est belle ou pas. Encore une fois, on expliquera bien en détail plus tard comment ça fonctionne. En tout cas, ici on peut jeter un petit coup d'œil à notre data justement, donc avec la fonction show batch. Donc ça nous montre quelques personnes. On peut mettre plus de lignes là si on veut. Voilà, bah là on voit on a donc plus de personnes. Donc on voit par exemple la 4. Bon, cette fille elle est pas trop mal. Ici, bon, 4 pour cette personne, bon, c'est un petit peu gentil à mon avis. Donc 5, ici on a quelques 5 quand même. Donc des personnes considérées extrêmement belles par le panel qui les a notées. Au passage, remarquez que c'est un panel de personnes d'origine chinoise qui a noté les photos. Donc il y a probablement un petit biais sur les critères de beauté asiatiques. Mais globalement, je pense qu'ils ont quand même fait du bon boulot parce qu'on verra que notre réseau de neurones fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, on continue avec l'entraînement du réseau de neurones. Donc ça c'est une étape qui est très importante aussi, qui consiste juste à choisir notre réseau de neurones. Donc ici on met la data qu'on vient de créer. Ici j'ai choisi ResNet 50. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui marche bien, qui a déjà été entraîné sur la base de données ImageNet avec plus d'1,5 million images, et donc qui arrive déjà à faire des bonnes classifications entre catégories. Donc on ne part pas de zéro, on part d'un réseau qui a déjà lui une certaine connaissance du monde. Et donc on va télécharger les paramètres qui correspondent à cette boîte noire. Et après on va essayer de les améliorer un petit peu pour notre problème, le problème qui nous intéresse aujourd'hui. Ici on ajoute une métrique qui est le nombre d'erreurs sur le jeu de validation. Donc le nombre de fois où notre prédiction sur le jeu de validation va être fausse. Et voilà, c'est parti. Vous êtes déjà prêt à entraîner le réseau de neurones. Donc c'est cette ligne là de code tout simplement. Donc je vais passer 4 époques, c'est-à-dire que je fais passer 4 fois toutes les données, toutes les images vont passer 4 fois dans notre boîte noire, dans notre réseau de neurones. On peut appeler ça réseau de neurones, même si c'est une boîte noire pour l'instant. Et donc on voit ici les 4 passages. On voit que le temps d'entraînement total c'est juste 5 minutes, c'est même pas 5 minutes. Et on voit qu'on arrive à un résultat qui est à peu près 25%, 27% d'erreur, c'est-à-dire qu'à peu près 75% du temps on va avoir raison. On verra plus tard dans l'interprétation des résultats que c'est un résultat qui est pas trop mal, surtout sur un sujet qui est aussi subjectif que ça. Après, on peut faire un réglage plus fin des paramètres. On va pas le faire aujourd'hui, on le fera dans la vidéo suivante parce que c'est intéressant. Ici, sur ce dataset en particulier, ça donne pas des résultats qui sont tellement meilleurs, donc on va mettre ça sous silence. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc c'est toujours une bonne idée de sauver une fois qu'on a fait un entraînement, même si là c'est un entraînement qui est rapide, c'est toujours une bonne idée de sauver, d'enregistrer notre réseau de neurones pour éviter d'avoir à refaire l'entraînement 10 fois de suite. Et on peut aussi l'exporter, ça ce sera intéressant parce qu'on va faire un petit peu de prédiction sur des images qui ne sont pas dans la base de données. Et c'est intéressant d'avoir exporté le réseau pour ça. Donc j'ai exporté ça sur Google Drive. Pourquoi? Parce que les fichiers qui sont sur Google Colab, ils sont effacés à la fin de la session. Et donc si on veut garder notre modèle pour l'exploiter en production plus tard pour faire de la prédiction, c'est bien de l'avoir sauvé sur Google Drive, comme ça on pourra le relancer rapidement sans avoir à réentraîner à chaque fois. Et une autre chose qui est intéressante, c'est de faire l'analyse des résultats. Donc pour ça on a un objet, donc Classification Interpretation, qui analyse les résultats du réseau, et on peut voir par exemple la matrice de confusion.
et donc la matrice de confusion, donc Confusion Matrix en anglais. Il nous montre ici, donc sur le jeu de validation, donc les images qu'on avait mises de côté au début. On voit, donc on sait que sur ce jeu de validation ici, on se trompe à peu près une fois sur 4, donc on a raison 3 fois sur 4. Et donc ici, si on s'amuse à faire une analyse un peu plus fine, on peut voir qu'ici, si on met le label correct des images, donc sur le jeu de validation, et qu'est-ce qui a été prédit par notre réseau de neurones, on peut voir que si on est sur la diagonale ici, ça veut dire qu'on a donné le bon résultat, puisque c'était un 2, on a donné un 2, si c'est un 3, on a donné un 3, donc en fait, la plupart des résultats sont sur la diagonale. Mais on voit aussi où on s'est trompé. Donc, par exemple, on voit qu'on s'est trompé pas mal de fois quand l'image était en fait un 3, et nous on a dit que c'était un 4. Et en fait, pareillement, quand c'était un 4, nous on a dit que c'était un 3. Donc un 4 ici à gauche, et en bas un 3. Donc dans cette case-là, 85 fois, c'est arrivé qu'un 4 soit classé par nous comme un 3. Mais on voit finalement, c'est pas si grave, parce qu'ici, les classes sont dans l'ordre. Donc entre un 3 et un 4, finalement, la différence n'est pas énorme. Et donc les erreurs qu'on fait en général sur le modèle sont des erreurs qui sont sur des classes qui sont adjacentes. Excusez-moi de vous balancer ce mot à la figure. En tout cas, sur des classes qui sont proches. Donc en fait, les erreurs qu'on fait ne sont pas des grosses erreurs. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je pense que le modèle fonctionne plutôt pas mal. On peut aussi regarder ici, je vais cliquer un petit coup, on peut regarder ce que ça donne sur les images, les endroits où il s'est trompé le plus grossièrement, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici plot top losses, ce sont les plus grosses erreurs, c'est-à-dire que lui, notre modèle va nous donner une probabilité que ce soit, pour chaque image, il va donner une probabilité que ce soit un 2, une probabilité que ce soit un 3, une probabilité que ce soit un 4, etc. Quand il nous donne un résultat qui est faux, et en plus la probabilité, en fait il est quasiment sûr que de son coup, alors qu'il s'est planté, c'est ce qu'on appelle une erreur plus importante. Et on voit que les erreurs les plus importantes sont faites comme je disais tout à l'heure, sur des catégories qui sont proches, c'est-à-dire c'est toujours un 4 ou un 3, vous voyez ici prédiction actuelle. Donc en fait si il a prédit un 3 alors que c'était un 4, bon, honnêtement, ça pourrait aussi être un 3. Hein, donc, et c'est pareil pour tous les cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne se trompe jamais grossièrement sur une image d'un 5. Si on lui donne l'image de Brad Pitt, il ne va jamais nous dire tiens, Brad Pitt, c'est un 2. D'ailleurs, on le voit, ça n'arrive jamais. Si on donne un 5, il ne va jamais nous dire que c'est un 2. Donc en ce sens, je pense que le modèle fonctionne pas trop mal. Et d'ailleurs, on a déjà vu au début de la vidéo que la prédiction en utilisant ce modèle qu'on vient de construire fonctionne plutôt pas mal. Et on va finir la vidéo en montrant encore quelques exemples de prédiction en utilisant ce modèle. Alors si vous êtes débutant en apprentissage profond, j'espère que vous arrivez quand même à suivre la vidéo. Je vous encourage à refaire le code vous-même, à me poser des questions si vous avez des questions, et à pas vous préoccuper si vous ne comprenez pas 100% des choses qui se passent dans le code. L'important à mon avis, c'est d'apprendre en codant, et c'est comme ça qu'on développe une intuition profonde des réseaux de neurones. Et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, on va continuer à coder, et au fur et à mesure, on va introduire des concepts comme les réseaux de neurones, on va développer la théorie en même temps. Ça viendra tout naturellement au fur et à mesure. Allez, bon courage à tous, bonne journée et à très bientôt.